En avant-première, chercheurs d'art à Paris vous propose de découvrir l'exposition des lettres et des peintres au musée des lettres et manuscrits. Regardez, ça vaut le détour. La nouvelle exposition du musée, ce sont des lettres et des peintres, à compter du 29 avril. Correspondance de 50 peintres majeurs qui vont être exposés pendant plusieurs mois. Et là, on montre les peintres un peu plus intimes dans leur correspondance, avec souvent des illustrations très intéressantes. Il y a parfois beaucoup d'humour, on voit aussi tous les tracas du quotidien qui sont évoqués et qui peuvent gêner parfois la création. On a aussi tous les problèmes de santé, les inquiétudes aussi des peintres. Ça, c'est très intéressant de voir que Monet doute, par exemple, de ses capacités, ou Caillebotte. Voilà, on a très très beaux exemples de lettres qui parlent, qui sont très intimes. On a aussi celles qui sont très intéressantes, c'est lorsque le peintre parle de ses toiles. J'adore la lettre de Van Gogh avec ces deux petits dessins qu'il a fait sur sa lettre. Des lettres de Gauguin, là c'est une édition originale sur l'ancien culte maori. On a aussi très belles lettres de Tahiti où il est assez véhément envers le gouverneur de Tahiti justement. Delacroix, donc il y a le carnet illustré à Champrosé, dans sa maison de campagne à côté de la forêt de Sénart. Et puis il y a aussi les deux carnets anglais qui datent de 1825. Et on a des notes et on a vraiment l'idée d'un journal intime. Là, on a un très beau dessin aquarellé de Raoul Dufy qui se trouve sur le livre d'or du restaurant Marianne. Et on voit Marianne, le cœur, le palais et le ventre de Paris. Maurice Utrillo, justement, qui commence ce manuscrit en disant « S'être laissé entraîner sur la voie du vice, insensiblement et par la fréquentation de créatures immondes et lubriques, sirènes gluantes aux yeux qu'embrasse la perfidie. » Cheval ailé de Marc Chagall, également qui se trouve dans un livre d'or, oui, celui des Bazins. Voilà, il a fait une très belle illustration. On a Matisse qui écrit cette lettre à Gustave Kahn et où il dit qu'il est malade. En fait, il lui dit « Tu verras si joint ma bobine de grippé ». Voilà, je vous présente donc une composition abstraite d'enveloppe cachetée de Gaston Chessac, adressée à son galeriste Enzo Pagani. Je trouve que la souscription de Monet pour empêcher le tableau de Manet Olympia de partir à l'étranger aux États-Unis, je trouve cette souscription c'est le début de la préemption pour interdire un tableau de quitter la France. C'est très drôle. Comment est née l'idée de ce musée des lettres et manuscrits ? Alors l'idée est née dans les années 1998-99 quand je me suis aperçu que le public n'avait très peu accès au patrimoine de l'écrit, si ce n'est quelques expositions à la BNF. Et donc j'ai voulu que le public, les écoles puissent accéder à l'écrit, aux lettres, aux manuscrits des grands hommes. Et donc ce n'est qu'en 2004 que j'ai pu trouver et le lieu et les fonds pour créer ce musée qui en fait est le 141e musée de Paris et c'est le premier d'Europe. Il n'existe pas. Il y en a un deuxième qui sera inauguré à Bruxelles au mois de septembre. Alors c'est un musée privé. C'est un musée privé, complètement, oui. C'est-à-dire qu'il a été financé par nos propres moyens et les collections sont des collections qui nous sont prêtées, fournies. Il y a une partie des collections qui appartiennent au musée et le fonds du musée aujourd'hui est constitué de 80 000 lettres, documents et manuscrits. Est-ce bien raisonnable ? Écoutez, ça va permettre déjà de fournir le futur musée des lettres et manuscrits de Bruxelles. Ça va permettre d'échanger des lettres et manuscrits. Mais ma question c'était, est-ce que c'est raisonnable d'être un musée privé ? Est-ce que c'est raisonnable d'être un musée privé ? Écoutez, je pense qu'on vient en complément un petit peu en complément de la BNF, on vient en complément des archives nationales. Moi, je pense, ce n'est pas interdit aux institutions d'ouvrir un musée des lettres et manuscrits. Bon, on a pris un peu d'avance, disons. Mode d'emploi d'Aristophile, ça n'est pas un fonds d'investissement. C'est pas un fonds d'investissement. Aristophile est une société qui recherche les collections, les achète, les conditionne, les expertise et ensuite les propose aux adhérents du musée des lettres et manuscrits en indivision. Ça nous permet de rapatrier des collections importantes, ça nous permet d'acquérir des collections importantes et de les exposer au musée des lettres et manuscrits et de les garder surtout en France. Par exemple, quelques achats récents ?
Quelques achats récents, nous avons acheté une très belle, le fonds Jean Cocteau, avec donc la lampe d'Aladin, les parents terribles, donc c'est la famille Weisweller qui nous a permis d'acquérir donc ce fonds Cocteau. Nous avons acheté la très belle collection de Proust, la collection de l'Académie française, donc une collection qui a été constituée de 7000 lettres et manuscrits qui sont constitués par la famille de Flers à partir des années 1820 jusqu'à nos jours. Donc c'est là que nous avons pu faire des découvertes exceptionnelles avec des lettres de Corneille, des lettres de Racine, de La Bruyère, etc. Donc une collection historique qui a commencé en 1624. Et un achat récent à base d'enluminure? Alors un achat récent, quelques achats récents effectivement, dont celui d'un très beau livre d'heures qui nous a coûté très cher puisque comme chacun sait, il a fait donc 1 800 000 € dans une vente publique très récente, plus les frais, donc on arrive à 2,3 millions avec les frais. Oui. Vous avez combien d'adhérents, ou pas d'actionnaires, mais combien d'adhérents? D'adhérents du musée des lettres et manuscrits, nous sommes à peu près 10 000 aujourd'hui, 10 000 dans toute la France. Vous devriez être ministre avec un parcours pareil. Non, merci. Non, mais écoutez, déjà président du musée des lettres et manuscrits d'Aristophile et rédacteur et directeur de la publication de Plume, c'est déjà beaucoup de travail. Voilà, heureux homme qui peut sortir 2 300 000 € pour s'offrir le livre d'heures enluminé dit de Pétot. C'est pas le roi Pétot, c'est un autre Pétot qui était propriétaire du livre. Heureux homme qui est à la tête de ce magazine du patrimoine écrit, Plume, qui consacre son dernier numéro, au poète Georges Brassens. Brassens qui écrivait « L'encre des billets doux pâlit vite entre les pages des livres de cuisine ». Dans un instant, la suite de ce chercheur d'art à Paris, nous nous intéresserons à l'arme du crime, le stylo. BFM Business, trafic. Comme toutes les 20 minutes sur BFM Business, le point sur vos conditions de circulation, avec encore quelques coups de frein à donner sur le contournement ouest de Lyon, notamment sur la 6 sous le tunnel de Fourvière. La 7 est encore un petit peu difficile en direction du sud, juste après Valence. Vous freinerez également en arrivant sur Montpellier et sur Toulon, sur la 9 et sur la 57. En Gironde, quelques kilomètres encore difficiles sur la 10 avant d'arriver sur Bordeaux. Plus au nord, en Normandie, encore quelques difficultés sur la 13 à partir de Pont-l'Évêque en direction de Caen. Et puis en Ile-de-France, c'est résiduel, des ralentissements sur l'autoroute A6 en direction du sud. Ça commence à aller mieux entre Fresnes et Palaiseau. La 13 reste chargée en direction de Caen. Vous freinerez toujours entre Poissy et Orgeval, ainsi que sur la nationale 118, des ralentissements en direction du sud entre Meudon et Petit-Clamart. Très belle soirée sur BFM Business et bonne route. Chercheur d'art à Paris, Olivier de Rinxin sur BFM Business. N'en déplaise aux blogueurs et autres réducteurs de tête du SMS, il reste quelques irréductibles qui écrivent avec un stylo. Il y a donc des collectionneurs de stylos. Et samedi 30 avril à Drouot, il y aura une vente aux enchères de stylos, une vente arcuriale avec maître Isabelle Boudot de la Motte. 400 lots, toutes marques, toute époque, de l'ancien, du moderne. Et de quoi satisfaire bon nombre d'amateurs, de collectionneurs ou bien d'hommes élégants tout simplement. Avec le concours d'André Morat, expert en stylo. André est incontournable. D'abord, il n'y a pas d'autre expert, il est le seul. Et fort compétent et fort sympathique, nous entretenons des relations extrêmement cordiales. Vous avez ce stylo entièrement en argent qui date avant la Révolution française, d'après les poinçons du fermier généraux d'à peu près 1770. Donc il était utilisé avec un système assez simple, par capillarité. L'encre allait dans le corps et s'écoulait plus ou moins facilement quand on écrivait. Le système n'était pas encore très fiable. Ça, c'est un hobby plus contemporain de chez Cartier, mais qui est une réplique d'un stylo mine des années 30, qui comporte une montre secrète. C'est-à-dire on fait pivoter le haut pour cacher la montre. C'est un modèle Visconti Taj Mahal qui date de 1997, donc très récent, mais un superbe travail entièrement fait en fil d'argent. Vous avez ce stylo qui est un Parker 51, donc objet mythique de chez Parker, rien d'extraordinaire pour l'instant, puisqu'il a été fabriqué à plus de 20 millions d'exemplaires, mais celui-ci a appartenu au célèbre pianiste Arthur Rubinstein.
D'ailleurs, son nom est gravé dessus. Il a été offert en 1955 par le Philharmonique de Londres. La Rolls, c'est quoi? À l'heure actuelle, les grandes marques, vous avez comme Montblanc. D'ailleurs, on a un modèle qui est très intéressant. C'est une série limitée de Montblanc qui a été fait au départ rien que pour le marché asiatique. Donc avec un clip en forme de dragon en argent, donc très peu diffusé que sur l'Asie. Après, quelques pièces sont arrivées sur le reste du monde, mais qui est assez recherché par les collectionneurs maintenant. Donc ce qui est exceptionnel cette fois-ci, c'est que là on a un trio, c'est-à-dire le porte-plume, le stylo-bille et le porte-mine. Tous les trois avec le même numéro, donc c'est encore beaucoup plus rare. Alors pour ce set,